Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez voir cette vidéo. Donnons suite à l'étude de la comédie classique de Molière intitulée Le bourgeois gentilhomme. Cette séance se veut une séance d'étude de texte qui porte sur la troisième scène du deuxième acte. Rappelons qu'il s'agit d'une comédie classique, c'est-à-dire une pièce de théâtre comique, marquée par le rire, par la tonalité comique, d'un dramaturge qui s'appelle Molière, qui a écrit, en plus de cette pièce, d'autres, citant entre autres L'Avare, Le médecin malgré lui, Les femmes savantes, Tartuffe, et ainsi de suite. Cette pièce se veut une critique, une satire, une ironie d'un aspect lié à la société française de l'ère classique. Un homme bourgeois qui a assez d'argent pour se faire la hantise de vouloir devenir noble. Et pour cela, nous avons vu qu'il a déjà appelé des tailleurs pour lui confectionner des vêtements, cherchant ainsi une certaine apparence qui lui donne la possibilité de s'infiltrer, de s'introduire dans une catégorie sociale par le biais des apparences. Il a appelé aussi des artistes, bien entendu un musicien et un maître de danse, pour lui apprendre la danse et la musique, pour lui apprendre l'art. Et on s'est rendu compte qu'il était incapable de comprendre les subtilités, si vous voulez, de l'art. Et que ces artistes n'étaient là que pour son argent. Et à travers cette scène, Molière adresse une critique à toute personne qui cherche l'argent, mais qui en fait son ultime et son unique préoccupation, et qui est prête à tout sacrifier pour l'argent. Et on s'est rendu compte à travers les scènes précédentes que le bourgeois gentilhomme, à savoir M. Jourdain, représente un personnage naïf, crédule, ignorant. Et la scène d'aujourd'hui, sa rencontre avec le philosophe, devrait normalement accentuer cet aspect et mettre l'accent sur son ignorance, son alphabétisme, et ça devrait aggraver encore l'aspect comique et dramatique de la situation dans laquelle se trouve ce personnage crédule et ignorant. Voilà. À l'instar des séances précédentes, nous commençons notre analyse par une mise au point qui porte sur l'entête. Commençons d'abord par le genre, pour dire qu'il s'agit d'une comédie classique, ou bien une pièce de théâtre comique classique. Classique dans la mesure où la pièce a été produite, créée dans l'ère classique. L'ère où Molière était, ou bien l'ère où Molière avait créé cette pièce, par opposition à la tragédie ou bien à la comédie moderne que l'on produit de nos jours. À titre d'exemple, nous citons celui d'Antigone pour dire qu'il y a une Antigone, une tragédie moderne produite par Jean Anouilh au XXe siècle. Et là, bien entendu, le XXe siècle, ça fait partie de l'ère moderne, par opposition à la tragédie
antique, de la Grèce antique, celle de Sophocle. La même chose en parlant de comédie. On peut avoir une pièce de théâtre comique produite et créée au XXIe siècle. Au XXe siècle, là, on devrait normalement parler en termes de comédie moderne. Mais là, ce n'est pas une comédie moderne, c'est une comédie classique. Le support ou l'extrait à l'étude, on sait très bien que généralement, une pièce de théâtre est constituée d'actes et scènes. Et là, il s'agit de la scène 4 du deuxième acte. Les tonalités, normalement, on peut proposer, dès lors, 2 tonalités. Puisqu'il y a face à face avec un philosophe, une rencontre avec un philosophe, on va supposer la présence de la tonalité polémique. Bien entendu, la tonalité ironique, dans la mesure où il s'agit d'une comédie. Pour la situation du passage, il s'agit là d'un extrait de la comédie classique Le bourgeois gentilhomme de Molière, situé après la rencontre avec les artistes. Nous avons bien entendu mis l'accent sur cette scène où le bourgeois gentilhomme, à savoir M. Jourdain, avait interpellé des artistes pour lui apprendre la musique et la danse, sachant qu'il avait besoin d'apprendre les subtilités de l'art pour pouvoir s'introduire plus facilement dans la catégorie sociale de la noblesse. Voilà. Rappelons ici que le théâtre est une création qui se situe entre la littérature et l'art. Le théâtre est d'abord un texte littéraire, écrit par un dramaturge, et qui devrait être par la suite mis en scène, joué sur scène. Et cela lui permet de se métamorphoser, de se transformer en une création artistique. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à voir à travers cette vidéo, ou bien de revoir à travers cette analyse, un extrait de cette pièce, mise en scène et filmée en 1958. Ce morceau met en scène le face-à-face, ou bien la rencontre entre M. Jourdain et le philosophe. Nous vous invitons à voir cette partie. Venons à notre leçon. Oh, monsieur! Oh, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Oh, cela n'est rien. Oh. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Ah. Je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable, nam sine doctrina, vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela? Vous savez le latin, sans doute. Ah oui. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Et cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Et ce latin-là a raison. Avez-vous pris quelques principes, quelques commencements des sciences? Ah oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux, la seconde de bien juger par le moyen des catégories, et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbaras et la rente, Dari, Ferio, Paralyptone, etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose, qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leur passion. Ah non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. C'est la physique que vous voulez apprendre?
Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés des corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la grêle, la neige, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans. Trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix, A, E, I, O, U. Et j'entends tout cela. La voix se forme en ouvrant fort la bouche. Ah. 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 Ah, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E, A, E, Ah. E, Ah. E. Ma foi, oui, que cela est beau. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I, A, E, I. Ah. Et. Ah. Et. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. O, O. Oh. Oh. Il n'y a rien de plus juste. Ah. Et Oh. Oh. Cela est admirable. Oh. Oh. l'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh. O. Oh. Oh. Vous avez raison. Oh. Ah. La belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les 2 lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. 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 Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos 2 lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. Tout bien que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que... U. 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 Cela est vrai. Oh, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute, la consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da, da, Da. Da. Oui, oui, oh, les belles choses, les belles choses. L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa, fa. 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 C'est la vérité. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Oh. L'air, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra, ra, ra. 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 Cela est vrai. Oh, l'habil-homme que vous êtes. Mais que j'ai perdu de temps. Ra. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien, Cela sera galant, oui. sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, pour point de verre, non. Vous ne voulez que de la prose? Non, ni prose ni vers. Et il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point vers est prose, tout ce qui n'est point prose est vers. Comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela?
De la prose? Quoi? Quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que ce fût tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle, les violences Non, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu, pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre. Et premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Bien, d'amour, mourir, me font, belle marquise, vos beaux yeux. Bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise d'amour, me font. Ou bien me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Ou bien... Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur, et je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Après cette présentation, et avant de passer aux axes possibles que nous pouvons déduire à travers ce petit morceau, cette scène, nous voudrions tout d'abord mettre l'accent sur les éléments essentiels de cette partie, de cette scène plutôt, en précisant que les ambitions de M. Jourdain étaient au début énormes. Il ne cache pas son envie de tout apprendre, mais son orgueil l'empêche d'avouer sa situation d'homme analphabète et ignorant. Cependant, il finit par admettre sa réalité en demandant ironiquement au philosophe de lui apprendre l'alphabet. Le personnage du philosophe n'échappe pas non plus à cette perception ironique et critique de Molière, qui fait de lui, philosophe bien entendu, un personnage pédant et fanfaron, surtout lorsqu'il déclare au début de sa rencontre que, je cite, le philosophe sait recevoir comme il faut les choses. La mise en scène de cette rencontre permet d'installer un rire de geste qui se voit dans l'attitude et le comportement du philosophe, et ses gestes, surtout quand il laisse tomber par terre ses papiers. Et M. Jourdain n'avait manifesté aucun souci à marcher dessus. Le rire des gestes est accentué par l'usage d'un ensemble de termes savants, des mots savants, que M. Jourdain ignore complètement. Et finit par demander d'apprendre l'alphabet. Cette chute est pleinement ironique. Et du coup, cette scène nous permet de proposer comme axe les axes suivants. D'abord, l'ignorance, qui se voit dans l'analphabétisme de M. Jourdain, qui ne sait parler ni latin, qui n'a aucune connaissance en matière des sciences pures, et pourtant son orgueil, et là on passe à un troisième axe, son orgueil l'empêche d'admettre sa réalité. Et le philosophe, malgré
qu'il s'est rendu compte de l'analphabétisme et de l'ignorance de M. Jourdain, son pédantisme l'empêche de faire usage d'un langage, d'un style que M. Jourdain pourrait comprendre. Et cela installe une sorte d'ironie et constitue une satire, une critique à la fois de M. Jourdain, surtout de M. Jourdain, et aussi le snobisme et le pédantisme du philosophe. Donc nous choisissons pour cette analyse, pour cette fiche de lecture, si vous voulez, les deux axes suivants. D'abord, le portrait péjoratif de Jourdain. Et en deuxième lieu, le pédantisme d'un philosophe. Commençons d'abord par le premier axe. La première citation que nous proposons à travers cet axe, ce latin-là a raison. Cela montre que M. Jourdain ne sait même pas de quoi il s'agit, il ne comprend pas que le latin constitue une langue, et le fait de faire usage du démonstratif ce et l'expression-là, rappelons que cela constitue un style un peu péjoratif. Une autre citation qui montre l'ignorance de M. Jourdain est la suivante. Quelles sont ces trois opérations de l'esprit? Une autre question, qu'est-ce qu'elle dit cette morale? Encore une fois, le démonstratif 7 montre qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit. Il ne sait pas ce que veut dire le mot morale. Une autre citation qui montre l'ignorance et l'analphabétisme de M. Jourdain est la suivante. Mon père et ma mère ne m'ont pas fait étudier. Cela montre que M. Jourdain finit par admettre sa situation et avouer qu'il n'est jamais passé par l'école. Et du coup, il est analphabète et ignorant, et il finit par demander de lui apprendre l'orthographe, c'est-à-dire les notions de base. Et le philosophe n'est plus cet homme savant qui est là pour parler, pour réfléchir, pour inciter à la réflexion, pour mener un discours et un débat universel, et finit par apprendre à M. Jourdain l'ordre abécédaire, c'est-à-dire l'alphabet. Le deuxième axe est focalisé sur le personnage du philosophe. Le philosophe est là pour apprendre à M. Jourdain le latin, la logique, la morale, le sens des choses et l'esprit. Donc, ce sont des termes un peu savants qui nécessitent un niveau intellectuel assez élevé pour que M. Jourdain puisse suivre et comprendre ce que le philosophe avait l'intention de lui apprendre. Ces deux axes nous permettent, bien entendu, de passer à la synthèse suivante. M. Jourdain reconnaît son ignorance. Il y a un acte de reconnaissance, c'est-à-dire il finit par admettre son ignorance, voire même son analphabétisme, en modérant ses choix. Vu son ignorance et son analphabétisme, il admet, il accepte d'être modeste. Et au lieu de vouloir devenir un savant, chose qui n'est pas tout à fait évidente dans son cas, il finit par demander au philosophe de lui apprendre l'orthographe, de lui apprendre l'ordre abécédaire. Et le philosophe retrouve dans l'embarras, c'est-à-dire dans l'ennui et l'obligation de simplifier son discours. C'est-à-dire il ne fait plus recours, il se trouve obligé de ne plus faire recours à ce langage savant. Il se trouve également dans une situation de malaise où il est incapable de transmettre son savoir. Normalement, à ce moment-là, le philosophe devrait interrompre et mettre fin à sa rencontre et de demander à M. Jourdain d'appeler
un instituteur ou un enseignant d'une manière générale pour lui apprendre l'orthographe. Mais lui, vu qu'il a aussi besoin de l'argent, profite de la situation et admet de ne plus lever la barre et de réguler son discours, de le modérer pour qu'il soit en adéquation avec le niveau intellectuel de son, je mets entre guillemets, de son client, pour ne pas dire de son disciple, pour qu'il soit en parfaite adéquation avec son niveau intellectuel. Il admet de faire apprendre à M. Jourdain l'alphabet. M. Jourdain, dans les facultés intellectuelles, ne lui permettent pas de suivre un discours philosophique, un discours aussi savant, aussi complexe, abstrait qu'un discours philosophique et qui nécessite quand même un certain nombre de compétences, à la fois cognitives et culturelles et intellectuelles pour pouvoir suivre et se trouver dans une situation ou bien se trouver capable de communiquer avec le philosophe, de mener un débat. Voilà.